Le bilan s'alourdit en Chine où un virus proche du SRAS a fait désormais 6 morts, tous dans la ville de Wuhan, le foyer vraisemblable de l'épidémie. Par ailleurs, des dizaines de cas supplémentaires ont été recensés, ce qui porte à près de 300 le nombre total de personnes infectées, selon les données officielles des autorités chinoises, qui tentent de contenir ce nouveau type de coronavirus dont les symptômes s'apparentent à une pneumonie. Non, on vous dira, il pourrait y avoir des cas en France, comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Australie. Par contre, je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, oui, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ces patients. La France prend-elle suffisamment la mesure du danger ? Le ministère de la Santé se veut rassurant. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit utile et parce que nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et si nous prenons des mesures qui sont disproportionnées, ce sont des mesures avec lesquelles nous ne pourrons pas vivre dans le temps. Et c'est donc contre-productif. Ils arrivent de Wuhan, au cœur de la Chine, épicentre d'un mal mystérieux et inquiétant. Mais à peine arrivés sur le territoire français, le danger semble bien loin. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème, je suis arrivé ici sans aucun problème et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait. Mais les craintes des médecins sont limitées parce que le virus actuel semble moins agressif que celui du SRAS et que la médecine a fait des progrès depuis. À l'époque du SRAS, nous n'avions pas les circuits, les organisations qui nous permettraient de répondre aussi bien à une telle demande. Maintenant, c'est un nouveau coronavirus, c'est sûr, mais c'est quand même pour nous l'utilisation d'outils, d'organisations que nous avons déjà pratiqués à de nombreuses reprises. Dans le même temps, le gouvernement italien a annoncé la confirmation de 2 cas de coronavirus dans le pays, les premiers depuis le début de l'épidémie. 4 pays européens sont désormais touchés par le coronavirus. La France a annoncé un 6e cas jeudi soir. Les États-Unis ont signalé pour la première fois la contagion du virus d'une personne à une autre. Face à l'ampleur de la crise, l'OMS a relevé son niveau d'alerte. Je déclare une urgence de santé publique de portée internationale concernant l'épidémie mondiale du nouveau coronavirus. La principale raison de cette déclaration n'est pas l'épidémie en Chine, mais plutôt ce qui se passe dans d'autres pays. Même s'ils ne viennent pas forcément de Chine, on voit bien qu'il y a maintenant des circulations de virus dans différents territoires. Clairement, en France, nous le voyons, une capacité à bloquer la propagation du virus, puisque nous n'avons pas eu de nouveaux cas depuis une semaine. Bon, nous sommes prêts. Nous continuons cette stratégie d'isolement et de repérage des cas. Il y a maintenant de plus en plus d'hôpitaux en France qui ont à disposition le test. Nous testons plusieurs dizaines de personnes. On ne peut pas stopper cette pandémie si on ne sait pas qui est contaminé. Tester, tester, tester. Ces tests sont fiables, ils sont réalisés en France, ils sont fiables et pour l'instant tous ces tests sont toujours négatifs, mais je ne peux pas évidemment être certaine que nous n'en aurons pas dans les semaines qui viennent. Sauf que tous n'ont pas tout à fait suivi cette recommandation. C'est notamment le cas de la France qui a choisi de ne tester que les cas les plus graves, les personnes fragiles, les personnes hospitalisées et les professionnels de santé, ce qui pourrait expliquer en partie que le nombre de cas soit sous-estimé. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête.
La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Nous freinons absolument par tous les moyens l'entrée du virus sur le territoire, mais c'est aussi pour cela que nous n'avons pas d'autres cas constatés aujourd'hui. Donc oui, aucun nouveau cas, aucune suspicion de nouveau cas, soyons clairs, sur le sol français. Moi j'ai été extrêmement clair, je serai transparent en la matière. Alors je vais vous dire une chose, je l'ai appris et en médecine et en politique, vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt et ce serait en plus illusoire. Et en fonction de l'évolution de la situation, nous serons capables, comme nous le faisons depuis plus d'un mois, avec Agnès Buzyn initialement, nous serons capables d'anticiper, d'adapter, de réagir. Ce qui compte, c'est la sécurité des Français. Vous avez aussi la responsabilité de cette décision. Parfois, on a l'impression que vous vous cachez derrière aussi l'avis des médecins que l'on respecte. On ne se cache pas derrière l'avis des médecins, mais dans ce cas-là, si on écoutait la peur collective, on ne peut pas prendre de décision uniquement sur la foi de la peur. Si on écoute la peur collective qui n'est pas, qui au fond est guidée par, et je comprends parfaitement le fait qu'on ait peur. On se barricaderait à l'intérieur de nos frontières. Principe de précaution. Non, c'est pas ça. Je vous dis, si on écoute la peur collective, mais aujourd'hui, en France, on a quelques dizaines, on a moins d'une vingtaine de cas. Je vous rappelle juste, une épidémie de grippe en France, c'est en moyenne 2,5 millions à 3 millions de personnes qui sont infectées chaque année. On ne peut pas prendre de décision uniquement sur la foi de la peur. Olivier Véran qui a dit lundi, aujourd'hui il ne reste qu'un seul malade en France, mais ça c'était lundi. Depuis, un mort français, 18 personnes contaminées. Mais bien sûr, mais c'est normal, une épidémie c'est quelque chose qui évolue. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt... Tout comme la communication du gouvernement. Mais en fait, notre communication, c'est une communication qui se fait dans la transparence. Donc, je ne vais pas vous dire, il y a des malades quand il n'y en a pas, ou il n'y a pas de malades quand il y en a. Donc, quand Olivier Véran... Mais qu'est-ce qu'on sait au final ? Mais ce qu'on sait, c'est les cas qu'on a détectés. On sait les enquêtes qu'on mène pour connaître les cas qui sont contacts et qu'il faut éventuellement isoler. Et on a des modélisations de ce que peut être le développement d'une épidémie. En fonction de ces modélisations, on prend des décisions pour adapter la posture sanitaire de notre pays vis-à-vis de cette épidémie. Toutes les décisions que nous prenons en France sont étayées d'un point de vue scientifique et d'un point de vue sanitaire. Mais que c'est une situation qui est maîtrisée et que le pays ne va pas s'arrêter de fonctionner purement et simplement, y compris si nous avons une épidémie de coronavirus. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. On a l'impression que le pays va s'arrêter, que les enfants n'iront plus à l'école, qu'on n'ira plus travailler. Ça n'est pas ce qui va se passer. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Et la vie du pays ne s'arrêtera pas à cause du coronavirus. Nous prenons toutes les précautions, nous mettons tout en œuvre pour que cela soit possible. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Nous sommes en guerre. La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs. Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques ? Alors, il faut reprendre depuis le début. Nous avions un stock d'état de masques de 1 milliard de masques chirurgicaux et de 600 millions de masques FFP2, les fameux masques bec blanc. Où sont ces masques ? À partir de 2011, c'était donc après la grippe H1N1, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stocks de cette nature parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer le coup en quelque sorte en cas de pandémie. Où sont ces masques ? En 2019, nous avions un stock de 140 millions de masques chirurgicaux, des masques pour adultes et pour enfants, donc il y en avait une partie qui n'était pas utilisable, parce que c'était les masques pour enfants, et nous n'avions pas de masques en stock FFP2.
Donc sur les 4 usines qui en France étaient habilitées à fabriquer des masques chirurgicaux, on les a réquisitionnés et aujourd'hui elles sont capables de produire en 3-8 6 millions de masques par semaine. Entre 1991 et 2006, il était le directeur de l'usine de production de masques de Plaintel. Elle en sortait 200 millions par an. En 2018, elle a fermé ses portes. Face à la pénurie actuelle, il songe à la rouvrir. Redémarrer, c'est possible. Simplement, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi rapide que ça. On sait que Honeywell a bazardé les machines, les a fait tronçonner avant de les faire évacuer par un ferrailleur, donc il n'y a plus de machines. Tous savent qu'il faudra du temps avant que des masques sortent à nouveau d'une usine des Côtes-d'Armor. Le coronavirus aura, on l'espère, disparu, mais les besoins seront là si on a su retenir les enseignements de cette crise. Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix de monsieur Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Pour les professionnels qui sont obligés de sortir, comme les policiers, les personnels soignants, beaucoup s'inquiétaient de ne pas être équipés en masque, notamment chez les policiers, en masque, gants. Est-ce que le nécessaire a été fait pour eux, qui doivent continuer à être dans les rues? Alors d'abord, je voudrais rappeler que les modes de transmission du coronavirus sont essentiellement des transmissions par gouttelettes. Et donc, il faut être dans une forme de proximité avec les gens pour que cette transmission se fasse. Mais la transmission n'est pas aérienne pour le coronavirus. Et donc... Lors des contrôles, certains nous menacent ou nous crachent dessus, nous postillonnent dessus en disant je suis malade et donc porteur du virus et donc vous êtes contaminé, je vous contamine. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillons et y veillerons. Donc, dès ce soir et jusqu'à jeudi, cette distribution de masques dans les officines aura lieu et permettra en priorité aux professionnels de santé de pouvoir être pourvus en masques et donc d'être ainsi protégés. Alors, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens, le ministre l'a dit, mais je le redis, il y a des stocks stratégiques importants détenus par Santé publique France sur les masques chirurgicaux, donc on n'a pas d'inquiétude. La seule chose, c'est qu'on attend, parce qu'il y a une logique, on ne distribue les masques que quand c'est nécessaire, et donc évidemment aux malades, aux contacts, dans la zone où circule le virus. Donc si demain, on nous dit qu'il y a une zone ou un département où le virus circule, évidemment qu'on privilégiera cette zone pour que les personnes qui sont concernées puissent avoir des masques. Donc on est plutôt sur une réserve stock, mais il n'y a pas de sujet de pénurie et j'encourage nos concitoyens à ne pas se faire avoir par des escroqueries. Alors je vais vous dire une chose, je l'ai appris et en médecine et en politique, vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt et ce serait en plus illusoire. Donc... Où sont ces masques ? Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire, il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone, uniquement. On cherche à même pas les voir en présentiel. C'est ça qu'ils font à Strasbourg. C'est ça qu'on va faire. Parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. Ces masques doivent être réservés en priorité à nos soignants qui sont en quelque sorte sur la ligne de front. Et donc ces masques arrivent dans les officines, arrivent dans les agences régionales de santé, de manière à ce qu'ils soient mis à disposition des soignants. Aujourd'hui, et l'OMS l'a souligné vendredi dernier, chacun s'inquiète de la disponibilité, par exemple, de masques de protection. Effet de la mondialisation, 80% de la production est en Chine et à Taïwan. Mais il y a également la responsabilité du ministère de la Santé. Il y a encore une semaine, vous étiez quand même à ce ministère. Vous pilotiez la gestion de ce virus. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce scénario à l'italienne et aussi à la chinoise dans plusieurs villes françaises? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan d'action concret qui est sur la table? Alors, nous avons tout anticipé. En fait, nous avons préparé au ministère la riposte, si je puis dire, en cas d'évolution de la maladie ou de l'épidémie dans le monde. Nous avons préparé les hôpitaux. Nous avons commandé
du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Donc tout ça est préparé évidemment dans l'hypothèse où le virus circulerait. Nous avons abordé cette épidémie avec un stock d'État, un stock stratégique de 110 millions de masques chirurgicaux adultes et de 40 millions de masques pédiatriques pour les enfants. Depuis le début de la crise, nous avons livré 35 millions de masques pour répondre aux besoins urgents à court terme des hôpitaux, des professionnels de santé de ville, des professionnels du secteur médico-social et des transporteurs sanitaires. La base, Monsieur Retailleau, c'est que nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Un stock d'État inexistant qui a engendré rapidement d'importantes pénuries. Nous avons abordé cette épidémie dans une situation très dégradée, avec un stock nul en FFP2 et à peine 150 millions de masques chirurgicaux. Sur ces masques, nous disposons de stocks stratégiques, à la fois dans les hôpitaux et à la fois dans un très grand nombre de cabinets libéraux et à la fois dans un grand nombre de services de l'État qui nous permettent de faire face à la demande. Je le répète, nous n'avons pas de malades ce soir sur le territoire national. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Alors je vais vous dire une chose, je l'ai appris et en médecine et en politique. Vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt et ce serait en plus illusoire. Et au début de cette crise, en 2019, nous avions un stock de 140 millions de masques chirurgicaux, des masques pour adultes et pour enfants. Donc il y en avait une partie qui n'était pas utilisable parce que c'était les masques pour enfants. Et nous n'avions pas de masques en stock FFP2. Avec un stock existant, le Premier ministre et le ministre y sont revenus il y a quelques jours, en début de crise, qui était de 140 millions de masques disponibles. Le gouvernement a édicté une doctrine pour ne jamais être en rupture et pouvoir toujours équiper les soignants qui sont les plus exposés au virus. Les déstockages se font chaque semaine. Les difficultés que nous avons rencontrées sont liées à la très forte augmentation de la consommation que nous avons de ces masques. Nous sommes passés de 4 millions par semaine à 40 millions par semaine pour les soignants, à peu près. Et cela a mis une forte tension avec un stock existant. Le Premier ministre et le ministre y sont revenus il y a quelques jours. On voit bien que le président de la République navigue à vue, qu'il godille, qu'il va et vient. C'est du en même temps, c'est en même temps à droite, en même temps à gauche. On va à droite, on va à gauche, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Je ne vous fais pas dire, mais vous savez que Macron était chez Hollande, que Hollande s'entend bien avec Sarko, que Sarko était copain comme cochon avec Chirac, et que Chirac s'entendait bien finalement avec Mitterrand. Enfin que globalement, depuis que le général de Gaulle est parti en 1969, il y a une seule et même politique en France, c'est celle du libéralisme, du marché qui fait la loi, et peu importe que finalement on change de paquet cadeau, on a vaguement la droite, vaguement la gauche, mais finalement on a des libéraux, des maastrichtiens, et c'est la politique globale de tous ces gens-là. Alors bien sûr, Macron n'est pas responsable de tout ça, mais il est responsable de s'inscrire dans un lignage qui est celui-ci, et qui fait effectivement qu'il n'y a pas de masque. Et voilà pourquoi il dit que le masque ne sert à rien. Il n'a pas non plus de tests, et voilà pourquoi il dit que les tests ne servent à rien, plutôt que de dire nous n'avons pas de masque parce que c'est l'impéritie de la France qui n'existe plus depuis qu'elle est dans l'Europe. Nous n'avons pas de tests parce que c'est l'impéritie de la France depuis que la France n'existe plus et qu'elle est diluée dans l'Europe fédérale qui elle-même vise une espèce de grand État universel planétaire où le capital ferait la loi. Et de fait, puisqu'on ne fait plus de géopolitique, puisqu'on ne fait plus de géostratégie, puisqu'on ne fait plus de politique à proprement parler, eh bien effectivement, on découvre que le roi est nu et que quand il s'agit d'une pandémie, eh bien le libéralisme ne saurait faire la loi parce qu'effectivement, on retrouve les vieilles choses, le souverainisme, les frontières qu'il faut fermer, l'État souverain, la décision du chef de l'État, le pouvoir et la puissance de la police et de l'armée. Tout ça est formidable, ça fait 20 ans que je dis que ces choses-là sont essentielles et nécessaires. Et l'état dans lequel nous nous trouvons fait que nous retrouvons les idéaux de tout souverainiste qui se respecte. Je l'explique par l'extrême jeunesse d'Emmanuel Macron, par son innocence au sens étymologique, par le fait qu'il n'est pas un homme politique, par le fait qu'il est un individu placé par l'État profond, les journalistes, les économistes, les fiscalistes, la finance, enfin tous ces gens-là. C'est une espèce d'homme de paille. Il ne connaît pas d'autre logiciel que le logiciel libéral.
Et il ne sait pas quoi choisir. Finalement, la politique, c'est quoi? Je vous renvoie à Carl Schmitt et à quelques autres. C'est l'art de la décision. Ou au général de Gaulle, le fil de l'épée. C'est le chef qui décide qu'il faut faire ceci et pas faire cela, qu'il faut aller dans cette direction et pas dans celle-ci, et lui, il ne sait pas. C'est l'homme du en même temps. Il veut bien la droite, il veut bien la gauche, il veut bien dire qu'il faut se confiner, mais en même temps, il faut aller voter, qu'il ne faut pas sortir, mais qu'en même temps, on peut aller à un match de foot quand il s'agit de l'Italie et de la France, que c'est interdit de sortir, mais qu'en même temps, on peut faire du sport. C'est le contraire d'un chef, Emmanuel Macron. Donc, de fait, c'est un jeune homme qui est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait pas 40 ans, qui avait avec lui l'Assemblée nationale, le Sénat, la totalité des journaux ou presque, sauf 2 ou 3 titres, et encore, et qui a gâché tout ça parce que finalement on découvre d'un seul coup que ce jeune homme ne sait pas faire de la politique, il est juste l'homme de paille du capital, du capitalisme, du libéralisme, de l'argent, du veau d'or, et d'un seul coup, le coronavirus fait la démonstration effectivement que la mécanique est celle-ci. Moi, ça fait des années que je dénonce cette mécanique, et d'un seul coup, le rideau s'ouvre comme au théâtre, et on découvre que le roi est nu. Ça dit que tous ces gens que nous avons présentés comme des illibéraux, comme des dictateurs, comme des résurgences d'Adolf Hitler, etc., font de la politique. Je ne dis pas que je souscris à cette politique, que je souscris à la politique d'Erdogan, que je souscris à la politique de Trump, que je souscris à la politique de Poutine. Je dis simplement que ces gens-là font de la politique et que nous ne faisons plus de la politique comme nous estimons que le capitalisme doit faire la loi. Ce que vise Macron, ce que vise l'Europe maastrichtienne, l'Europe libérale, l'Europe soutenue par la CIA et Jean Monnet depuis la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un État universel, pour utiliser le vocabulaire de Junger. Et cet État universel, c'est finalement le gouvernement planétaire de gens qui estiment que finalement il faut faire l'économie des peuples et que l'économie des peuples nous permet le gouvernement de manière saint-simonienne des techniciens, des prétendus technocrates et des gens qui savent. Et d'un seul coup, on découvre tout ça. On découvre que cette machine qui fonctionne et qui fait de la politique, qui fait la politique du capital et du capitalisme, finalement, elle est totalement incapable de gérer ce genre de choses. Et que seuls sont capables de gérer ces choses les gens qui sont capables de faire de la politique, pas défendre le gouvernement chinois. Je dis simplement qu'en Chine, effectivement, on a su gérer le problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on passe à une dictature. Enfin, ce n'est pas mon propos. Je dis juste que quand les hommes politiques font de la politique, quand ils sont capables de décider, il y a cette belle phrase de Nietzsche, un oui, un non, une ligne droite, eh bien, effectivement, on est capable de souscrire au chef et de dire, ben oui, un chef de l'État, c'est quelqu'un à qui on a envie de dire oui, s'il a une ligne claire. Le chef de l'État, aujourd'hui, n'a pas de ligne claire. J'aimerais bien, mais je ne crois pas. Souvenez-vous de Fillon, quand il était Premier ministre de Sarkozy, qui nous disait que l'État était en faillite et qu'on ne pouvait pas effectivement augmenter de quelques centimes le SMIC des gens les plus modestes et les plus pauvres. Et qui, quelques temps plus tard, trouvait tout de même de l'argent pour bombarder Kadhafi, qui était un chef d'État laïque, c'est-à-dire qui contenait l'islamisme intégriste. On connaît l'histoire, pas d'argent pour les pauvres, mais de l'argent pour bombarder les régimes islamistes laïques. Et à ce moment-là, on découvre effectivement que quand on veut trouver de l'argent, on en trouve. Donc on voit bien actuellement que d'un seul coup, toute l'économie s'effondre, mais que globalement, on peut trouver de l'argent pour les entreprises, pour les artisans, pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler. On se dit, tiens, d'un seul coup. Oui, mais de vie ou de mort, c'est-à-dire que vous avez l'impression que quand il y avait un paysan qui se pendait tous les jours, ce n'était pas une question de vie ou de mort, que quand les gens se jettent dans l'alcoolisme, dans la drogue ou dans la dépression nerveuse, ce n'était pas non plus une question de vie ou de mort parce qu'ils étaient chômeurs, parce qu'ils étaient précaires, etc. Vous pensez que ce n'était pas un problème de vie ou de mort? Ce sont des morts qu'on ne voit pas, alors évidemment, il n'y a pas de problème, mais le capitalisme fabrique des morts au quotidien. Là, d'un seul coup, on voit des cercueils, alors on se dit, effectivement, il y a une visibilité. Les gens ont besoin d'images pour penser aujourd'hui, c'est ça qui est assez problématique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas penser si on ne leur montre pas une montagne de cercueils. Si vous montrez une montagne de cercueils, d'un seul coup, ils se disent « Ah bon sang, il y a quelque chose à penser dans cette aventure. » Si tous les soirs, nous montrions le visage du personnage, du paysan qui s'est suicidé dans la journée, nous comprendrions effectivement qu'il y avait une épidémie à cause du libéralisme et que finalement le libéralisme tuait des gens. Mais ça, effectivement, le capital n'a pas envie de le montrer. Les médias qui font partie du capitalisme globalement ou qui reflètent l'idéologie du capitalisme n'ont pas intérêt non plus à le montrer. Mais je crois simplement qu'au sens photographique du terme, je pense à l'époque de la photographie argentique, mais il y avait des révélateurs au sens photographique du terme, et d'un seul coup,
Ce virus est une espèce de révélateur qui montre ce qu'est la véritable photographie de notre époque. Nous sommes dans une dictature illibérale, pour utiliser le vocabulaire de ces gens-là, quand nous sommes dans la logique de Schengen. L'Europe maastrichtienne relève d'une logique illibérale. Le libéralisme dont on nous a dit qu'il réglerait la totalité des problèmes ne règle aucun problème. Cette espèce de monstre dont on nous a dit qu'économiquement, il serait capable de faire pièce aussi bien à la Russie qu'aux États-Unis ou à la Chine, n'est pas capable de produire des masques. N'est pas capable de produire des masques. Il tombe à cause de l'incapacité à produire des masques pour les médecins qu'il envoie à la mort.